peu ou prou les 50, enfin plus ou moins les 51 projets, et puis quelques autres. Donc vous avez la position des mines chinoises, les pentagones représentant les sites en train de produire. Donc vous avez des projets en développement en Australie, Nolensborough, Charlie Creek, DZP qui est Dubo Zirconia, qui sont en cours, je dirais, assez avancé. Vous avez plusieurs gisements aux États-Unis, au Canada. Vous avez des choses moins avancées, mais extrêmement importantes, donc au Groenland. Le plus gros gisement en termes de tonnage de réserve, mais malheureusement pas en termes de teneur en terres rares dites lourdes, en dysprosium notamment, se trouve à Kvanefjeld, pratiquement dans l'extrémité sud du Groenland. Alors la production, qu'est-ce qu'il faut pour répondre à nos besoins en terres rares? C'est quand même bon de le rappeler, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord des gisements, donc une connaissance géologique, trouver les gisements, ça c'est une chose, mais c'est pas suffisant. Il faut des capitaux nécessaires à leur développement et à leur mise en production. Alors aujourd'hui, les coûts d'investissement préalables avant de sortir la première tonne de minerai, parce que pour sortir le minerai, il faut acheter les équipements, il faut construire les installations, apporter la haute tension, l'eau, etc., mettre en place l'installation de traitement des effluents, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça fait qu'une nouvelle mine de terres rares, sans usine de séparation des terres rares, c'est entre 100 millions et 1,5 milliard de dollars avant de sortir le premier kilo de terres rares. C'est ce qu'on appelle le CAPEX en anglais, Capital Expenditure. Et après, on parle de coûts opératoires, les coûts de production au kilo, à la tonne, comme on voudra. À ça, vous rajoutez encore quelques centaines de millions de dollars si vous voulez faire une usine de séparation. Donc on est quand même dans des choses très capitalistiques, et là c'est un gros problème. J'ai dit que la valeur totale de la production, c'était 6 milliards de dollars. Donc autant vous dire que les investisseurs, ils ne se précipitent pas. Quand vous montrez un projet, que vous dites il me faut 1,5 milliard de capitaux pour le démarrer, moi j'attends de voir qui c'est qui va les mettre. Parce que je crois à un projet quand je lis qu'il y a des accords qui ont été signés avec X, Y et Z, que le tour de table, comme on dit, s'est organisé, parce que là, vraiment, on peut envisager sérieusement que la production va démarrer. Tant que ce n'est pas le cas, on peut parler longtemps, faire de la publicité, des belles plaquettes. L'industrie sait faire ça très très bien. Donc, troisième condition, donc il faut un gisement, il faut des capitaux, il faut construire des usines de séparation, donc il faut trouver des gens qui ont le savoir-faire, ils sont extrêmement peu nombreux à travers le monde, qui veuillent bien vous licencier, vous donner et vous aider à construire l'usine. Donc eux jouent aussi, ces industriels-là jouent leur propre stratégie. Après, il faut les savoir-faire. Je vais dire derrière tout ça, puis c'est la bonne nouvelle, il y a le savoir-faire humain. Donc la propriété intellectuelle, elle est fondamentale, et je reproche souvent aux études sur les métaux critiques, je connais un peu le sujet, c'est justement de ne pas du tout regarder les questions de brevets, etc., et savoir qui contrôle les brevets sur la métallurgie, sur la chimie séparative, sur les matériaux en aval, etc. C'est fondamental, et c'est très éclairant, et c'est malheureusement peu réjouissant quand on regarde ça. Et puis l'acceptabilité sociale des projets. Et alors l'acceptabilité de ces projets dépend entre autres de la présence ou non de sous-produits radioactifs. Beaucoup de gisements de terres rares ont le mauvais goût, le très mauvais goût de contenir du thorium et de l'uranium. Alors l'uranium, c'est peut-être pas le plus inquiétant, parce que l'uranium a un marché. Donc s'il y a suffisamment d'uranium, on peut le sortir économiquement, le vendre, et donc par la même occasion, on n'a pas à en faire un tas d'uranium qu'on laisse sur place. Par contre, le thorium aujourd'hui est un des rares éléments du tableau de Mendeleïev qui n'est pas encore un marché à la hauteur de sa production potentielle. Bon, il y a quelques usages du thorium, mais ça ne va pas chercher très loin. Donc ce thorium, il faut l'entreposer. La bonne idée, c'est de l'entreposer pendant 30 ans. Dans 30 ans, il y aura un marché du thorium. Il y aura des réacteurs nucléaires en grande quantité marchant à l'uranium-233, produit à partir de thorium-232. Je pense que c'est un des avenirs du mix énergétique, mais ça ne sera pas avant 30 ou 40 ans. Donc, en attendant, il faut le stocker. Et bon, ce thorium pose quand même quelques problèmes d'entreposage. Ça peut se faire, mais ça a un prix. Et surtout, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et
vous avez tout de suite des problèmes d'opinion publique. Dès que vous utilisez le mot radioactivité, évidemment, vous suscitez la crainte de population. Alors ça, c'est un diagramme qui montre quelques-uns des gisements en cours de développement. Donc, en Europe, nous avons un gisement de terres rares en cours de développement avancé qui est Norrskär en Suède, qui appartient à la société Tasman Minerals, qui est australienne, et où vous avez moins de 10 ppm de thorium. Mais la plupart des autres gisements ont des teneurs beaucoup plus élevées, c'est une échelle logarithmique. Vous voyez, ça va jusqu'à plus de 10 000 ppm de thorium, ce qui fait beaucoup. Ça fait même exactement 1%. Ça donne des déchets qui, selon les normes de l'Agence internationale pour l'énergie, sont des déchets qui relèvent de réglementations spécifiques pour leur gestion. Donc c'est beaucoup plus lourd. Sur le know-how du traitement et de la séparation des terres rares, je ne vais pas vous détailler la partie gauche de l'image, vous pourrez la regarder à la loupe, mais elle est téléchargeable aussi. Ça vient de l'USGS, c'est un flowsheet simplifié de traitement métallurgique des terres rares. Il faut savoir aussi que les terres rares, les porteurs de terres rares, il y a à peu près 200 minéraux, 200 espèces minérales porteuses de terres rares qui sont connues, mais il n'y a de procédés industriels que pour 3 ou 4 de ces terres rares. La bastnésite, la monazite et l'aloparite. L'aloparite est déjà un minéral très particulier. Il y a un gisement exploité qui est dans la péninsule de Kola, en Russie. Il y a un autre minéral dont on va parler beaucoup dans les prochaines années qui est le l'eudialyte. Et puis aussi le xénothym, eudialyte et xénothym étant deux minéraux des terres rares, du groupe contenant des terres rares qui ont une particularité, c'est qu'ils sont naturellement très riches en terres rares lourdes et peu radioactifs. Alors ça, c'est juste un ordre d'idée. C'est le montant en capital, c'est les données publiées par les sociétés. Donc le montant en capital qu'elles estiment nécessaire pour démarrer leur opération. Vous voyez qu'ONFIL d'1,530 milliard d'euros. Donc si vous ne savez pas quoi faire de votre plan B, de votre livret A, ben voilà une suggestion. Mais rappelez-vous l'avertissement initial. Alors, les inconnus, dans le domaine des terres rares, j'aime bien l'expression, c'est les known unknowns, les inconnus connus. On n'a pas la réponse, mais on sait en tout cas quelles sont les questions. Les questions pour le futur, c'est quelle va être la capacité de production de la Chine, notamment en matière de terres rares lourdes, dont le fameux dysprosium, l'europium. Non, l'europium n'est pas une terre rare lourde, mais elle est quand même rare. Le terbium est une terre rare lourde, l'yttrium, ce sont des vrais enjeux. Quelle va être la capacité des projets situés hors Chine à attirer les investissements initiaux nécessaires à leur développement? Que vont devenir les projets à forte teneur en thorium? Qu'est-ce qui va se passer avec tout un tas de gisements qui sont mal documentés pour cause de manque de transparence et qui sont développés sur fonds propres? Qui va abattre quelle carte et quand? On ne le sait pas. J'en connais quelques-uns qui jouent dans l'ombre, mais voilà. Qu'est-ce qui va advenir de la construction d'usines de séparation? Il faut savoir qu'une usine comme La Rochelle, c'est 10 000 tonnes par an de capacité, et ça ne s'étend pas indéfiniment, donc c'est compliqué en plus. Et c'est là qu'il risque d'y avoir aussi un gros goulet d'étranglement. Beaucoup des nouveaux projets annoncent l'ouverture de mines, mais ils ne parlent pas de l'usine de séparation qui est nécessaire derrière. Donc, qui va les faire? Comment ça va se passer? Il y a des rumeurs qui circulent qu'aux États-Unis, il pourrait se développer le concept d'une usine qui ferait de la métallurgie, enfin de la chimie séparative à façon. Donc, les producteurs pourraient y envoyer leurs minerais, payer les coûts de la séparation. Et bon, pourquoi pas? Peut-être qu'en Europe, quelque chose de similaire pourrait aussi se développer un jour. Et puis la question des brevets, donc la propriété intellectuelle qui aujourd'hui est bien verrouillée et solidement verrouillée à la fois par la Chine et le Japon, ce qui va quand même poser un problème pour tous les nouveaux entrants. Et puis les compétences, donc dans l'OCDE aujourd'hui, je suis désolé, mais que ce soit dans le domaine de la mine, dans le domaine de la métallurgie, dans le domaine de la science des matériaux, je vois plus de têtes blanches que de jeunes. Enfin, encore que, là, je vois quelques jeunes. J'espère que vous allez vous précipiter sur ces domaines scientifiques si vous n'y êtes pas déjà. On est plutôt dans une phase, dans tous les pays de l'OCDE,
où on a perdu énormément de compétences absolument stratégiques et on ne s'est pas beaucoup soucié de les reconstituer.